Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend bien. Bonjour. Je suis Jason Desnaux, ingénieur du centre spatial universitaire, donc ingénieur d'études station Sol, et je viens présenter un peu le centre spatial universitaire et le satellite Robusta 1B. Je ferai un petit aussi topo sur les autres satellites en cours, et donc voilà, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Bon, excusez-moi pour la présentation. Au départ, j'avais fait la présentation en 4 tiers. On m'a dit non, le 16 neuvième c'est mieux. Et il semblerait que le 16 neuvième n'est pas accepté. CSU, c'est qui? C'est en fait pas simplement un centre spatial universitaire de l'Université de Montpellier, mais c'est une collaboration entre le spatial universitaire de l'IUT de Montpellier, de l'Université de Montpellier, l'IUT de Nîmes et des chercheurs de l'IES, à l'Université de Montpellier. Donc, comme je disais, on a 9 ingénieurs à plein temps, 3 laboratoires de recherche associés, donc des formations à côté, donc IUT, des masters, des licences, un bâtiment dédié et une fondation Van Allen qui nous encadre, qui nous permet de fonder, d'avoir l'argent pour nos projets. Donc, on a une salle blanche ISO 8 de 200 mètres carrés, une salle d'ingénierie concurrente IDM, CIC et VTS, une station sol UHF, VHF, donc c'est sur ça que je travaille essentiellement, une enceinte TIVAC opérée par Airbus Group, des logiciels métiers Fastrad, SolidWorks, Eagle, Thermica et des outils de CNES, donc IDM, CIC, VTS, Stella et Homer. Donc on voit la station sol à droite, mon bébé. Donc les compétences, on a des analyses mission et système, des analyses thermiques, radiation, mécanique, des compétences en mécanique, en électronique, en RF, en antenne. On fait aussi les fabrications mécaniques, électroniques et les collages, et enfin les opérations et les tests de satellites. Donc aujourd'hui je vais présenter, on va dire, un peu plus la partie opération, parce que c'est ce que je connais le plus. On fait aussi l'AIT, les tests environnementaux, on fait les dossiers LOS et les campagnes de lancement, et on est membre du SPSCAR. Donc, Robusta 1B, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui, donc partenaire avec le projet Janus. Donc, c'est un upgrade de Robusta 1A. Monsieur Gaboriau en avait parlé précédemment, Robusta 1A n'a pas marché. Il a dit lui-même fly, fail and retry. C'est ce qu'on a voulu faire. On a vu qu'il y a eu un problème sur la partie EPS pour recharger les batteries. Il fallait pas qu'on reste sur cela. Et donc, on a gardé exactement la même charge utile, on a amélioré le satellite et on l'a lancé le 23 juin 2007 à bord d'un PSLV. Donc, les opérations sont nominales depuis 8 mois. Donc, avant de lancer un satellite, il faut déjà préparer pour que la station sol soit opérationnelle. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui prend du temps. Moi-même, en fait, je suis issu d'une formation ISS à l'Université de Montpellier et j'étais un étudiant qui a fait son stage sur la station sol et j'ai été engagé suite à cela. Donc, avant même d'être ingénieur, on travaillait déjà sur la station sol pour faire en sorte que la station sol marche. Donc, pour pouvoir recevoir un satellite, la première chose qu'on devait faire, c'est passer en polarisation circulaire. De vérifier avec d'autres satellites, mais déjà si on ne reçoit pas d'autres satellites, on ne risque pas de recevoir le nôtre, que ça marche. Ensuite, essayer de recevoir les signaux de l'engineering model de Robusta 1B. Donc si au sol, déjà, le CubeSat, on ne le reçoit pas, on ne le recevra pas non plus en l'air. Et d'ailleurs, on a fait des tests en conditions réelles lors du lancement de XCubeSat et de SpaceCube. Donc on a reçu un message à l'époque de Gérard Auvray qui nous a dit « Bon, on a lancé notre satellite, est-ce que tu veux bien essayer d'écouter notre satellite ?» Nous, c'était parfait, même modulation, à peu près les mêmes fréquences. Si on recevait ce satellite et qu'on pouvait opérer pendant quelques mois avant le nôtre,
on pouvait être à peu près sûr qu'on recevrait le nôtre s'il marchait en l'air. Donc c'était l'idée. Donc bon, question software, ils utilisaient un software qui était lié à SoundModem, donc ça nous permettait aussi de vérifier SoundModem. Donc nous on utilisait plutôt un TNC hardware. Donc quelque part, si notre TNC hardware ne marchait pas, ça nous permet de vérifier si notre système en redondance marchait. Ça aussi c'était pas mal. Et d'ailleurs, ça nous a permis de découvrir, en fait, de résoudre quelques points critiques ou quelques anomalies. Par exemple, si on avait un problème sur la configuration de notre logiciel qui permettait de suivre le satellite, quelque chose d'aussi bête que ne pas mettre en suivi, il fallait faire des updates de la procédure, ou alors que de temps en temps le logiciel n'enregistrait pas bien. On a découvert que on écoute un fichier audio, on va utiliser Anomaly pour essayer de sauver le fichier audio et d'ailleurs réémettre ce signal pour récupérer les données, ce genre de choses en fait pour améliorer notre système. Et d'ailleurs, comme je disais, préparation et mise à jour des procédures. Donc Robusta 1B, le lancement donc le 23 juin 2017 à 6h du matin, donc à peu près en fait 4h du matin UTC en UTC. Donc à 8h33, pas encore passage au-dessus de la France, mais on avait contacté une université en Russie à Moscou pour savoir déjà si eux réussissaient à l'entendre. Les Russes nous recontactent en nous envoyant un fichier audio et en nous disant on l'a entendu. Donc au-dessus de la station France, au-dessus de la station sol du CSU, on ouvre un CWGET pour vérifier si on décode bien, est-ce que c'est bien Robusta 1B qui parle. On décode, on est content, ça marche bien. Et à 11h46, deuxième passage au-dessus de la station sol, on envoie une télécommande pour lui dire de faire l'acquittement du déploiement des antennes et passer du mode Morse au mode parlé en AX25. Donc c'est bien décodé et d'ailleurs on entend notre premier tram en AFSK 1200 en AX25. On décode, ça rentre sur la base de données, tout le monde est soulagé et content. Donc la configuration du satellite, au départ en fait la configuration était à 1 minute et le timer mesure pour la mission était toutes les 4 minutes. Cette configuration était pour en fait vérifier que le satellite marchait bien, créer en fait une donnée toutes les 4 minutes. En fait, je vais expliquer comment ça marche. En fait, toutes les 4 minutes, on crée une donnée qu'on va mettre dans un pan de la mémoire et on va remplir toutes les 4 minutes de pan de la mémoire. En fait, on continue tous les timers d'émission. En fait, une de ces 3 valeurs. Et donc, pour remplir 3 valeurs, il faut 12 heures. Pour notre expérience, j'ai des slides à côté, en fait, en backup pour en parler. C'est un sujet un peu difficile et qui demande des compétences un peu soutenues en radiation, donc je n'en parle pas dans la présentation normalement. Mais l'idée, c'est que c'est des mesures de débit de dose. Donc il faut un certain temps en fait pour pouvoir mesurer quelque chose avec la sensibilité de nos capteurs. Donc il faut au moins 5 heures. En fait, on pourrait avoir plus de 5 heures, mais il faut au moins 5 heures pour qu'on reçoive quelque chose. Et au-delà de 5 heures, on n'aurait pas assez de données. Donc on a fait un compromis, 5 heures nous paraissait le temps adapté. Et toutes les 2 minutes, tout simplement, parce que comme je disais, on a besoin de seulement 3 données pour récupérer toutes les données du satellite. Donc 3 données toutes les 15 heures, 2 minutes nous semblait bien. D'ailleurs, donc ce que je disais, réception des 3 trames toutes les 15 heures et réception de toutes les données. Donc ça implique la réception de toutes les données. Donc en opération, en commissioning. Donc le commissioning, on s'est vite aperçu qu'on avait un problème de personnel. Au départ, on était juste les deux responsables GS qui tournaient en permanence, donc tous les passages au matin, tous les passages le soir. Et la fatigue a très vite monté. On s'est aperçu qu'il fallait mieux faire un opérateur GS et un personnel du CSU le matin et le contraire le soir. Le deuxième opérateur GS et une personne du CSU.
Et en faisant cela, on s'est aperçu que les personnes qui s'occupaient du GS comprenaient très bien les procédures, et les personnes qui ne connaissaient pas du tout le GS, quand ils voyaient allumer le transceiver, ils arrivaient, ils faisaient c'est quoi le transceiver, c'est quel appareil. Et donc, nous, quand on l'a écrit, ça nous semblait très simple, très clair. Or, il a fallu améliorer cela. Donc, il formait aussi le personnel à savoir exactement quels composants il fallait allumer à quel moment et quel composant correspondait à quel nom. Ensuite, une fois que tout cela a été fait, en fait, bon, on a eu un moment où en fait, il a fallu savoir quel satellite parmi la dizaine de satellites qui a été relâché a été le nôtre, donc comparer le temps d'AOS et de LOS pour savoir exactement lequel était le nôtre, et d'ailleurs faire une déclaration à Celestrac pour dire lui c'est notre satellite, on a vérifié, c'est bien les bons temps, et maintenant il faut le stopper pour qu'il soit considéré comme nôtre. Depuis le début du commissioning, on a dû faire 3 resets satellites, dont un le jour après le lancement. Le soir, tout marche bien. Enfin, le midi, tout marche bien. Le soir, on a eu, je crois, un problème. Et il a fallu faire le reset le lendemain parce qu'il y a eu un problème dans le software. Et les 2 autres resets correspondaient aux 2 plus grosses éruptions solaires qui ont bombardé le satellite et ont mis des fautes en fait dans l'OBDH. Heureusement, on a un système où le reset se fait directement en hardware. Donc on envoie un signal en fait audio qui est décodé directement en hardware et qui coupe directement, fait directement reset de l'alimentation pour reset tout le satellite. Donc comme notre charge utile était en fait était quelque chose qui avait en lien avec les radiations, on n'a pas blindé le satellite à fond, mais d'ailleurs on a mis un système en fait qui permettait de reset le satellite quand on le voulait. Enfin, donc à la fin du commissioning, donc le 15 octobre 2017, on avait reçu 1095 trams sur le CSU, et on a eu des nouvelles comme quoi un radioamateur que je pense que pratiquement tout le monde connaît, DK3WN, avait fait un software pour décoder nos données, donc le 30 juin 2017. Donc, pendant cette période de commissioning, on a été aidé par des radioamateurs d'Italie, d'Afrique du Sud, de Russie, de Hollande et bien sûr de France. Donc après avoir été sorti du commissioning, on est passé en nominal opération. Le fonctionnement a été à peu près nominal, sauf pour 2-3 problèmes. Donc on a eu des perturbations dues aux orages. Bon, ça c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas faire grand chose. Les données sont brouillées par les orages, bon ben voilà. Par contre, on a eu un problème de rotor et de contrôleur du rotor. On s'est aperçu que pendant les tests, on a fait des tests du satellite en continu, mais la station de sol avec le rotor qui tourne 24 heures sur 24, ça n'a pas été trop testé. Je crois que ça a été en novembre, donc c'est 5 mois du rotor qui tourne en permanence, ça n'avait jamais été testé, et le rotor, au bout d'un moment, il a eu un problème, une défaillance. Les bobines en fait à l'intérieur du contrôleur en fait ont cramé, et on a essayé de réagir au plus vite, 1 semaine pour changer le rotor, et d'ailleurs on a acheté du matériel en redondance pour avoir tout le temps 2 rotors, 1 de rechange, et donc faire les réparations au plus vite sur absolument tous les équipements GS. Donc et d'ailleurs on a eu aussi des problèmes de désynchronisation de l'heure UTC en fait. Le serveur sur lequel on récupérait l'heure UTC a fermé, et on s'en était pas forcément aperçu, et 1 seule minute d'écart, quand on regarde le ciel à 7 km par seconde, le satellite, ça fait une différence d'angle énorme, et ce qui fait qu'on ne reçoit pas les données. Donc on a pu s'en apercevoir rapidement, mais on a eu de la chance de s'en apercevoir rapidement, parce que c'est un problème où on aurait pu chercher pendant 2 semaines et pas s'en apercevoir. Donc maintenant, aussi simple pour
pouvoir vérifier que mettre simplement une horloge dans la station sol et comparer à chaque fois, chaque matin quand on arrive, je compare l'heure, est-ce qu'on a exactement la même heure et toutes les semaines dans la maintenance hebdomadaire, donc vérifier que le serveur est OK et donc voilà. Au 22 février, donc le jour où j'ai envoyé donc la présentation, on avait reçu 2212 trams, donc à raison de une trame toutes les 2 minutes, donc, lors du passage. Donc, Robusta 1B, donc les données reçues, juste pour un peu monter quelques graphiques, montrer à quoi ça ressemble. Donc on voit que la tension VBAT moyenne, lors du lancement, elle a monté en flèche et elle s'est stabilisée. Donc en moyenne, on est à peu près toujours à une tension pas maximale, mais 0,1 volt en dessous du maximal, parce qu'on va avoir une chute de tension lors de l'émission. La puissance de la batterie moyenne, pareil, elle s'est stabilisée. Le courant moyen de même. Alors ça, c'est le courant sur les faces. Je vous l'ai montré, c'était assez intéressant. Avec le courant sur les faces, en fait, on a pu à peu près estimer l'attitude du satellite. Et donc, on peut voir qu'en fait, sur les faces X et sur les faces Y, l'attitude est stable et en fait il tourne de plus en plus sur la face Z. Donc en fait il tourne, on va dire, il tourne sur deux faces. Il tourne comme ça en fait et un peu comme ça, ce qui fait on a eu de la chance parce que l'axe des antennes en fait est toujours perpendiculaire à la direction de propagation en fait. Ce qui fait qu'on a des antennes filaires et en fait on n'a jamais ce moment où le gain de l'antenne dans la direction d'émission en fait est nul. Donc ça c'est quelque chose de positif et on est en train de chercher en fait qu'est-ce qui a pu provoquer cela. Et donc derrière c'était simplement les températures. On voit que les températures au départ, le satellite était très froid et qui s'est réchauffé au fur et à mesure. Et donc j'ai fait juste un petit zoom pour qu'on voit les valeurs. Bon, on voit que ces valeurs oscillent donc sur un cycle de 5 heures. Et voilà, je vous montre ça, je vous montre un peu des données d'expérience quand même. C'est ce qui est très intéressant. Les composants que l'on étudie en fait sont très sensibles en température et on peut voir en fait que les courbes sont pratiquement les mêmes ou inversées. Ce qui fait qu'en fait, si on veut pouvoir estimer le débit de dose que l'on a, on est obligé de prendre en compte le facteur température. Donc voilà, je voulais montrer ce genre de choses. Donc, pour l'orbite, c'était juste pour dire que là, comme on est dans un cycle, enfin en bas du cycle solaire, on a eu très peu d'éruptions solaires et donc en fait le satellite n'est pas tombé autant qu'il aurait dû. Et donc bon on devrait rentrer bien sûr bien avant 10 ans je pense, mais on ne retombera pas avant, je vois pratiquement rien, c'est 2010, enfin on ne retombera pas avant 2020 je pense. Enfin bon, je vais parler ensuite rapidement de nos projets de nos autres projets. MT-Cube, en fait, on est partenaire de l'ESA. En fait, la mission, c'est tester la vulnérabilité des mémoires des composants sur étagère, donc en milieu radiatif spatial. C'est un orbite Léo. Ces composants, c'est des mémoires. Donc, et au sol, en fait, on fait des tests radiatifs, une campagne de tests réalisée avec plusieurs types de mémoires. Il y a eu un développement d'un banc de test pour Flash et la charge utile du MT-Cube a été fait par le LIRM. Célesta, en fait, on a été pris sur le projet FIS, donc pour être lancé à bord de l'ISS. Donc les étudiants en fait sont allés défendre notre projet. C'est eux qui sont allés présenter le projet devant l'ESA pour FIS. Et donc c'est très formateur. Se trouver devant un jury pour l'ESA, c'était la CDR, pour dire que notre projet il est bien et que pour montrer comment il est intéressant. Et d'ailleurs, c'est une plateforme du CERN. C'est la plateforme du CSU et la payload est du CERN.
Donc c'est pareil, c'est la même plateforme que pour le projet précédent en fait. Seule la payload change. Et donc c'est aussi pour valider le modèle du CERN en fait pour ces tests en radiation en fait. Et enfin, bon, on a un projet 3A qui s'appelle Méditerranée, qui en fait, le but c'est de prévoir les épisodes Sevenol et de communiquer avec les écoles en Afrique pour une mission humanitaire. Et donc, pour communiquer avec pour prévenir les épisodes de Sevenol, l'expérience c'est on va récupérer des données en fait. Des données GPS en fait à bord de bateau. En fait, ces données GPS vont être déformées par l'humidité dans l'air. Et en fait, quand on va le renvoyer vers le sol, en fait, il va y avoir un traitement en fait par Météo France en fait de ces données avec une expérience qui a été faite pour pouvoir estimer le taux d'humidité et donc pour prévoir les épisodes Sevenol. Donc j'ai fait une petite conclusion. Bon, ça c'est une petite conclusion sur Robusta 1B. En fait, 2212 trams reçus en 8 mois et cela va en permettre de faire une publication IEE pour l'université. Donc malgré la préparation, il existe toujours des scénarios non envisagés. Ça c'est quelque chose qu'on s'en est aperçu. Même si on pense toujours avoir tout envisagé, il y aura toujours quelque chose d'inattendu. Mais ça nous a permis quand même d'acquérir un savoir-faire, une expérience. Ce que l'on a vu comme problème, ça ne se reproduira pas. Ça a été noté, ça a été documenté et les procédures ont été modifiées en fonction. Donc le système, la documentation a été améliorée et pareil, il y a 3 abstracts qui ont été déposés pour le 4S. Donc les leçons qui ont été apprises pendant le commissioning et un an d'opération de Robusta 1B et est-ce que la dose ionisante est-il un problème pour les CubeSats? Donc Robusta 1B, une mission pour trouver si c'est le cas. Et après c'est un papier pour le 3U. Ça. Oui, donc ça c'est le 3U, c'est pour la mission Robusta 3U et c'est comment en fait prendre des données en fait de GPS et le transformer en fait en données en fait du niveau d'humidité dans l'air. Désolé, le mot m'échappait. Donc voilà. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, bon, merci de votre attention. Des remerciements aux radioamateurs qui m'ont aidé. Donc Albert Van Dersen qui est actuellement en Hollande, mais qui parle français et qui m'a en fait mis au courant de plein de problématiques ou on va dire d'évolution éventuelle pour que ça soit plus confortable pour les radioamateurs. Sabrina Kopina et Fabrizio Steznica de l'École Polytechnique de Turin qui nous ont aidés à recevoir nos données quand on a eu le problème du rotor notamment. Pareil pour Léon Steenkamp qui travaille en Afrique du Sud, qui nous a aidés à recevoir nos données. Christophe qui m'avait envoyé un mail de Jackie Senlis pour me retransmettre des données pour que d'ailleurs je leur fasse un petit retour comment les décoder. Et donc Fabrice Faure, un radioamateur de Montpellier qui nous avait aidé avant de lancer le satellite sur qu'est-ce qu'il pensait de la station sol, les évolutions éventuelles et d'ailleurs qui nous a aidé lors de la réception des données. Donc d'après toutes les aides reçues par le CSU de Montpellier, donc la Fondation Van Allen qui est un organisme en fait qui demande de l'aide de différentes entreprises et qui nous permet de payer des stages et dans le fait de mettre de l'argent dans les projets. Projet Janus qui encadre les projets et qui offre vraiment une aide technique aussi non négligeable. Et derrière le CNES, donc, avec le projet Janus, l'ESA, donc aussi pour FIS, Airbus, 3D+. Bon, enfin,
Et d'ailleurs, bon, s'il y a des questions pour plus tard, ça sera pour la payload. Voilà. Voilà. Alors je vous remercie tous parce qu'on a... Merci Jason. Je pense qu'on est assez bon puisqu'on est parti avec 10 minutes de retard et on finit avec 3 minutes de retard. Donc je remercie l'ensemble des speakers quand même pour avoir réussi cette performance. On va interrompre la diffusion, je pense, pendant une petite heure, tout simplement parce que on va aller prendre un petit apéritif et puis déjeuner. Pendant le déjeuner et puis même pendant les pauses, donc il y a Kevin de l'INSET de Saint-Quentin qui est à votre disposition, qui présente le satellite Picard. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer le voir. Il vous expliquera plus en détail. Pendant la pause déjeuner, aussi, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir les gens qui sont en train de travailler sur le poster. Ils ont commencé à avoir une première esquisse de ce qui pourrait être un poster qu'on pourra utiliser pour la partie, je dirais, promotion de l'activité radioamateur par satellite. Et puis profitez aussi de ce moment pour échanger entre vous. Merci. J'ai oublié, pour les membres de l'AMSAT francophone, il y aura l'AG à 16h30 si on tient encore les délais. Et pendant l'AG de l'AMSAT francophone, les non-adhérents auront la possibilité et l'honneur d'avoir une visite du lab complète. Donc 1500 m² d'équipement, etc. Par contre, pour les membres de l'AMSAT francophone, ils ont l'occasion de pouvoir le faire pendant l'heure du déjeuner. Donc il y aura Yannick qui pourra le faire pour que tout le monde puisse visiter le lab, puisque c'est vraiment un lieu extraordinaire. Merci.